passe au paragraphe 3.2. Donc, cette fois-ci, on va s'intéresser donc aux réactions redox en solution. Voilà. Alors, pour illustrer un petit peu ce qu'il y a à comprendre, je pars donc de la pile d'amide qui est au paragraphe précédent. D'accord? Voilà. Et on a une réaction redox, on a un bilan, d'accord? On sait que les électrons traversent la résistance pour qu'il y ait oxydation d'un côté et réduction de l'autre. Ce qu'on peut, c'est tout mettre ensemble, mettre les deux réactifs de produits, on met tout dans un même réacteur, d'accord? Et on observe à ce moment-là la réaction redox correspondante. On sait que les électrons, là, à ce moment-là, ils parcourent un chemin beaucoup plus petit, mais en gros, c'est la même chose. Voilà. Donc ici, une fois que je mets tout, alors c'est pas tout à fait comme au début du cours, puisque je vais supposer que je mette les 4 espèces, puisque à terme, je vais aussi m'intéresser à dans quel sens l'équilibre va se faire. Voilà. D'accord. Voilà. Donc je vais avoir cette réaction redox. Voilà, donc je mets les deux lames métalliques, le cuivre, le zinc, tout est mélangé. D'accord. Et en gros, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce que je vous dis ici, et ce qui paraît assez logique d'après ce que je vous ai un petit peu raconté depuis le début, c'est qu'en fait, cette réaction-là, qu'on la fasse dans deux demi-piles, voilà, ou qu'on mette toutes les espèces ensemble dans un même réacteur, il se passe la même chose. Il se passe la même chose. C'est-à-dire que voilà, l'équation bilan donc, de la réaction redox dans la solution, c'est la somme des deux équations électrochimiques relatives à la demi-pile. Donc je suis amené à écrire pour la pile et pour le dispositif où tout est dans un seul réacteur, je suis amené à écrire la même équation bilan. Ce que j'observe, ça c'est une donnée de l'expérience, c'est que les sens d'évolution sont les mêmes. D'accord? C'est-à-dire qu'ici, la pile, on sait que c'est le Zn qui est oxydé. Dans la réaction redox, ce sera aussi le Zn qui sera oxydé. Avec évidemment les mêmes conditions expérimentales. C'est-à-dire qu'on a pris les mêmes concentrations initiales en Cu2+, et en Zn2+. D'accord? Et ce que j'observe encore, c'est que les états finaux sont les mêmes. Voilà. Donc, si les états finaux sont les mêmes, j'ai les mêmes activités chimiques à l'état final, donc pour chaque espèce. D'accord? Donc, conclusion, ce que j'ai écrit précédemment, ce que j'ai encadré, d'accord, c'est que si j'ai les mêmes activités chimiques, donc les mêmes équations sont satisfaites. Or, l'équation qui était satisfaite précédemment, c'était E de la demi-pile de droite égale E de la demi-pile de gauche. D'accord? Ici, en fait, je vais pouvoir écrire la même chose. Alors, sauf que j'ai plus de demi-pile. D'accord? Donc, si je reprends l'équation qui est juste au-dessus de celle qui est encadrée, je vais pouvoir en fait écrire exactement la même équation. D'accord? Sauf que là, je ne pourrais plus interpréter chacun des deux termes de part et d'autre du site égal en termes de potentiel redox d'une demi-pile. Alors, ce sera simplement le potentiel redox que je vais calculer, la formule de Nernst que je vais évaluer à partir des concentrations des espèces dans le réacteur unique. Et je peux quand même écrire un E0 de Cu2 plus Cu plus 0,06 sur 2 log de la concentration Cu2 plus. Alors ça, ce ne sera pas à droite, évidemment, ce sera dans la concentration dans la solution, et ça à l'équilibre. Voilà. Et pareil, donc je vais dire que ce sera égal à la même expression pour le zinc, avec évidemment la concentration dans la solution à l'état final, à l'équilibre. Voilà. Donc c'est ça que. Voilà. Ce qu'on peut écrire pour une pile, on peut l'écrire pour une réaction redox en solution parce qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Il y a simplement, dans un cas, les électrons ont un trajet macroscopique, dans l'autre cas, ils ont un trajet microscopique. La seule différence qu'on pourrait observer, c'est au niveau de la cinétique. Puisqu'évidemment, si j'augmente la résistance, je peux faire baisser la cinétique autant que je veux. C'est parce que je vais diminuer le nombre d'électrons qui vont traverser. Voilà. Alors que là, évidemment, la cinétique, je ne la contrôle pas. Là, quand c'est tout en solution, donc voilà. D'accord? Donc, si je passe donc à la page suivante, donc on est donc amené à attribuer à chaque couple redox de la solution un potentiel redox, donc calculé à partir de la formule de Nernst et des concentrations, des activités chimiques, pour être clair, des espèces dans la solution, donc à l'équilibre chimique. Voilà. Et on peut faire ce calcul hors d'équilibre également si on veut. On a donc la loi suivante.
Donc voilà pour tous les équilibres redox. Hein. Donc à l'équilibre chimique, tous les potentiels redox de tous les couples redox présents dans une même solution sont égaux. Là, à la limite, on pourra en avoir 2, mais 3, 4, 5. Hein. La situation, on a beaucoup de couples redox. Voilà. Et bien à l'équilibre, hein, les potentiels redox de tous les couples sont tous égaux. C'est-à-dire que si, pour tous les couples, j'évalue la formule de Nernst, hein, avec les concentrations dans la solution, et bien à ce moment-là, toutes les formules de Nernst associées à tous les couples redox, elles donnent le même résultat, elles sont toutes égales. Donc les concentrations s'ajustent, hein, pour que toutes ces formules de Nernst soient égales. Voilà, je vous dis qu'on ne se préoccupera pas pour l'instant des couples redox de l'eau. Voilà. Alors, ça débouche sur le calcul donc, des constantes de réaction redox. Hein, les calculs des constantes de réaction des équilibres redox. Alors, si j'ai un équilibre redox, je peux appliquer la réaction de masse, d'accord, hein. Alors, comment trouver la constante? Eh bien, on va appliquer justement ce qu'on vient de dire. Hein. On va appliquer donc le fait que tous les potentiels redox sont égaux. Hein. Alors, je regarde s'il me reste du temps. Ça devrait aller. Voilà. Alors, on va reprendre le précédent exemple ici. Hein. Voilà. Donc, je vais reprendre l'exemple 1. Hein. C'est l'exemple qui est là. Donc j'ai cet équilibre qui a lieu dans une seule solution aqueuse. Donc si j'applique la loi d'action de masse, je sais qu'il existe une constante K qui s'écrit activité en Zn de plus fois activité du cuivre divisé par activité Cu de plus fois activité de Zn. D'accord? Et comment je calcule cette constante K? Hein? Alors, on va appliquer la règle précédente. Donc à chaque fois quand vous rédigez, il faut mettre la phrase suivante, hein, à l'équilibre. Donc ici on est à l'équilibre. Hein. Il faut faire attention quand même à ça parce que dans le cas des situations redox, on est quelquefois amené à raisonner hors d'équilibre. Hein. Donc vous rédigez ça comme ça, vous reprenez la phrase qui est encadrée. Hein. Donc à l'équilibre, donc redox, hein, tous les potentiels de Nernst, hein, tous les potentiels redox de tous les couples sont égaux. À l'équilibre, donc les potentiels redox de tous les couples sont égaux. Donc qu'est-ce que je vais avoir? Hein? Je vais avoir, on va un petit peu déjà écrit. Alors je vais commencer, je vais prendre un même ordre. Hein. E de Cu2 plus Cu plus 0,03 log de Cu2 plus. Donc dans la solution, je ne le réécris pas. Égale E0 de Zn2 plus Zn plus 0,03 log de Zn de plus. Bon, je me répète un peu. Hein. Voilà. C'était l'exemple qui nous avait servi finalement. Par ça, cet exemple, j'ai un petit peu généralisé. Voilà, donc je reprends. Alors le calcul, donc vous voyez qu'ici, donc je veux faire apparaître le rapport Zn sur Cu. Donc, bon, ça, c'est le même calcul que tout à l'heure. Hein. On va passer ça de ce côté-là. On va passer ça de ce côté-là. D'accord. Donc ça va me faire hein, le E0 du couple autour du cuivre, moins le E0 autour du zinc, égale 0,03 multiplié par log de Zn de plus divisé par Cu de plus. Bon, on est à l'équilibre. Voilà, d'accord. Ce qui fait que, bon, bien sûr, on va obtenir le même résultat que tout à l'heure, puisque je me suis évertué à vous dire qu'on peut écrire les mêmes choses pour les piles et pour les équilibres redox dans un seul réacteur. D'accord. Simplement ici, le rapport que j'avais tout à l'heure, je ne l'avais pas interprété en tant que constant d'une modulation de masse, c'est tout, mais sinon le résultat est le même. Hein. Donc K qui est égal donc, à Zn de plus, Cu de plus, bon, si on suppose que c'est à l'équilibre, ça me fait donc 10 puissance, donc E0 du cuivre, moins E0 du Zn, divisé par 0,03, donc une valeur, voilà, gigantesque. Donc là, la constante de réaction hein, de cet équilibre, donc zinc, métal, cuivre, Cu2+, c'est 10 puissance 36,7, etc. Voilà. Alors voilà pour ce premier exemple, hein, qui reprend ce qu'on a fait. Alors on va faire un petit peu plus compliqué. On va prendre notre fameux équilibre entre les ions MnO4- et les ions Fe3+. Voilà.
Ok, alors. Alors, donc l'exemple 2. Alors, notre réaction, hein, on l'avait déjà écrite précédemment. Hein. Voilà, on l'avait retrouvé. MnO4- plus 5 Fe3+, plus 8H3+, plus 8H3O+, nous donne Mn2+, plus 12H2O, si je ne me trompe pas, plus 5 Fe. 5 Fe, alors c'était 3, non c'était le 2 ici, pardon, 2 et 3. 3 plus la forme oxydée, elle est ici, plus 7 et la forme réduite, elle est là. Voilà, donc les électrons passent comme ça. Les H, c'est bien bon. 8H3 plus 3 fois 8, 24. Et 12, 12, 24, c'est bien ça, c'était bien 12 H2O. On peut le vérifier. 5 Fe3, c'est bon. Et les oxygènes, 8 et 4, 12, 12. Ça marche et il charge 5 fois 2, 10. 8, ça fait 16, moins 1, 15. 15, et ici 3 fois 5, 15, 16, 17. Alors qu'est-ce qui se passe? 10, 8, MO4 moins, 2 plus, 5, 15. 5 Fe3 plus, 15, 16, 17. Et ici, 10, 18, moins 1, 17. Donc c'est bon. C'est bon, c'est bon. Voilà. 18 moins 1, 17. Donc c'est bon, les charges sont bonnes, donc tout est OK. Alors, on va donc, ce qu'on dit, hein, c'est qu'à l'équilibre, d'accord, le E, donc à l'équilibre, hein, on a écrit ça, le E du couple MnO4- Mn2+, hein, égale le E du couple Fe3+, Fe2+. Voilà, à l'équilibre, donc les potentiels redox des deux couples mis en jeu sont égaux. D'accord? Donc il faut réécrire ça. Hein. Alors ça, il faut se rappeler un petit peu la demi-équation électronique, il faut l'avoir sous la main. Donc MnO4+, alors je crois que c'était 8H3O+, plus 5 électrons, donne Mn2+, plus, alors je vais quand même regarder, plus 12 H2O, ouais c'est ça, plus 12 H2O, voilà. Donc on va écrire le grand E de ce couple, hein. MnO4- Mn2+, donc c'est égal au E0 du couple MnO4- Mn2+, bon ça on l'a déjà écrit, hein, plus 0,06 sur 5 log. Alors, tout ce qui est côté oxydant, je répète, MnO4-, alors on est à l'équilibre ici, je ne vais pas l'écrire, d'accord, hein. H3O+, puissance 8, divisé par Mn2+. Voilà, d'accord. Alors, mon tableau est un petit peu petit, on va essayer de se débrouiller. Donc, ce E-là, hein, il va être égal au E du couple Fe3+, Fe2+. D'accord? Égal au E du couple Fe3+, Fe2+, donc là on peut faire ça de mémoire. C'est égal au E0 de ce couple, Fe3+, Fe2+, plus 0,06 sur 1, log de forme oxydée sur forme réduite. Voilà. Voilà ce que j'ai ici. Hein. Et qu'est-ce que je veux? Hein, qu'est-ce que je veux obtenir? Donc, si on applique la loi d'action de masse à l'équilibre qui est là, hein, je ne vais pas avoir trop la place de l'écrire, si j'applique donc la loi d'action de masse à l'équilibre qui est là, je sais qu'il existe une constante K, hein, qui vaut donc Mn2+, ici, multiplié par 1 puissance 12, hein,
multiplié par Fe3 plus puissance 5 divisé par ce que j'ai là, Mn au 4 moins, facteur de Fe, ça va être peu lisible malheureusement, Fe2 plus, alors je vais être obligé d'effacer parce que là on est trop peu lisible. Alors ce E qui est ici, donc ça on a écrit qu'on avait égalité, d'accord. Voilà, donc l'égalité des potentiels redox de chaque couple nous dit que ça doit être égal à ça, d'accord. Et donc si j'applique la loi d'action de masse à cet équilibre, je sais qu'il existe une constante K, hein, telle que donc, au numérateur ce sont les produits Mn de plus, multiplié par 1 puissance 12, multiplié par Fe3 plus puissance 5, divisé par Mn au 4 moins, facteur de Fe2 plus puissance 5 multiplié par H3 au plus puissance 8. C'est évidemment pas une petite expression. Donc cette constante K, il faut que je vais chercher en fait, je vais chercher à faire apparaître cette expression hein, à l'aide de l'égalité de ces deux potentiels redox. D'accord. Donc il faut que je fasse apparaître tout ça. Donc du Mn2+, où est-ce que j'en ai? J'en ai ici. Bon, il faudra que ça passe au numérateur. Mn4+, Mn au 4-, bon, c'est un petit peu inversé. H3 plus puissance 8, on voit que c'est du même côté ici. Hein, là c'est au dénominateur, là c'est au numérateur. Bon. Et puis il faut un rapport de Fe3 sur Fe2. Là j'ai dit Fe3 sur Fe2, mais il me le faut en puissance 5. D'accord hein. Et là pour l'instant je l'ai qu'en puissance 1, ici. Ok. Voilà, alors on sent évidemment que ces deux logs, comme tout à l'heure, on va les réunir. Hein. Alors, la différence de deux logs, c'est le log du rapport. Sauf qu'ici, j'ai 0,06 sur 1, là j'ai 0,06 sur 5. Donc je ne peux pas en l'état, les préfacteurs des logs ne sont pas les mêmes. Alors, vous voyez, j'ai ces deux problèmes à résoudre. Alors en fait, il faut que les préfacteurs des logs soient les mêmes. En fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier ici et diviser. Bon, je vais faire apparaître 1 sur 5 ici. D'accord. Donc, je divise ici par 5. Je remultiplie ici par 5. Et je passe ce facteur 5 dans le log. Voilà ce que ça va donner. D'accord. Si je resimplifie, log de un truc puissance 5, le 5 sort, ça se simplifie avec le 5. Donc là, j'ai bien effectivement rien changé en écrivant ça. Alors, je fais d'une pierre deux coups, parce qu'ici j'ai le même préfacteur, 0,06 sur 5, et puis là, comme par hasard, je fais apparaître en puissance 5 sur les Fe3 et Fe2. Donc tout a l'air d'aller pour le mieux. Hein. Alors ensuite, dans quel sens on fait la permutation? Ça, c'est numérateur dénominateur. Là, ici, j'ai numérateur dénominateur, donc ça, je vais bien le laisser ici. Et c'est celui-là hein, que je vais passer du côté de celui-ci, de manière à ce qu'avec le signe moins, ça me permute les numérateurs et les dénominateurs, ça me fera monter les Mn de plus au numérateur, et ça me fera descendre le reste. Donc normalement, je suis bon là. Hein. Voilà. Alors, bon, le tableau est un petit peu petit, c'est pas évident. Alors, bon, ça, donc on l'a noté, d'accord, pour vous laisser cette constante K. Hein. Voilà. Alors, donc moi, je ne vais plus l'avoir sous les yeux. Alors, ce que j'ai dit ici, donc, c'est que, voilà, je vais prendre ce qui est là, ici, je vais le passer de ce côté-là, d'accord? Et forcément, ce qui est ici, voilà, je vais le passer ici. D'accord? Alors, ce qui va donc me donner la chose suivante, hein, donc ça, je le passe là, donc ça me fait 0,06 sur 5, log 2, hein, Fe3 plus puissance 5 sur Fe2 plus puissance 5, multiplié par, donc ça passe là, Mn de plus, facteur de Mn au 4 moins H3 au plus puissance 8, désolé pour ces traits, d'accord, donc ça passe ici. Alors là, il ne faut pas se tromper, hein. Bon, là c'est pas très bien présenté, hein, parce qu'évidemment une erreur de signe et on passe d'une réaction quasi-totale à une réaction limitée. Donc ça passe là, et ça passe ici. Donc je vais avoir le E0 de Mn au 4 moins Mn de plus, moins le E0 de Fe3 plus
Voilà, et donc ici, je fais apparaître le K. Hein, c'est bien ce qu'on avait. Je vérifie que c'était bien ça. K, Mn de plus. Voilà, c'est le numérateur, etc. Voilà, d'accord. Donc j'ai le log de K. Hein, j'ai le log de K. Je vais garder le log de K. Donc le log de K, c'est 5 divisé par 0,06. E0, alors on va voir que ce sera forcément du couple dont l'oxydant est le réactif, moins le E0 du couple dont la forme réduite est présente en réactif. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra retenir. Ça permet d'éviter les erreurs de signe. Voilà ce que ça me donne ici. Alors, en termes numériques, ça, je rappelle, c'est 1,51 volts et l'autre, c'est 0,77. 0,77 volts. Voilà, ce qui nous fait comme log de K, la valeur extraordinaire de 61,7. Encore battu. On était à 36 tout à l'heure. Là, on est à 61,7. Bon. Voilà, ce qui fait que là, je crois que les réactions, on peut les considérer vraiment comme totales. Hein. Voilà, log de K égale 61,7, donc K c'est 10 puissance 61. Bon, c'est totalement inimaginable. Voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà, donc une méthode. Hein, donc là, je crois que vous avez en gros le cas un peu plus compliqué qu'on pourra vous poser. Hein. Alors, on revient donc au cours. Donc, ce qu'il faut évidemment, c'est la méthode. Hein. Voilà, je vais vous donner quelques petites astuces pour ne pas vous tromper. Donc, je reviens au cas général. Donc, dans le cas général, je vous ai mis, on a deux couples, un couple OX1 RED1, un couple OX2 RED2. Donc, c'est OX1 qui est réactif sur RED2. Hein, voilà, d'accord. Et le log de K, ce sera toujours donc un entier divisé par 0,06, hein, avec le E0 du couple dont l'oxydant, le E0 du couple dont l'oxydant est en réactif, c'est-à-dire est à gauche, moins le E0 du couple dont la forme réduite est à gauche, c'est-à-dire en réactif. Hein. Je vous ai mis le E0 de, alors j'ai mis le E0 de OX1, donc oxydant réactif. Alors, le 0 de OX1, c'est un petit peu un abus de langage, parce que c'est le 0 d'un couple redox. Bon, j'ai mis le 0 de OX1, qui est l'oxydant réactif, moins le 0 de RED2, voilà, qui est le réducteur réactif avec un petit abus de langage, puisque le 0, je répète, n'est pas attribué à un OX1 ou à un RED2, mais attribué à un couple. Alors P, c'est un entier, hein, voilà, c'est à retrouver, hein, tout ça est à retrouver. Et simplement, ce que vous devez savoir, c'est cet ordre-là. Hein, voilà, d'accord. Alors, ça. Donc, c'est une règle donc, qui est bien connue, ce qui fait que si le E0 de l'oxydant réactif est supérieur de quelques 0,06 du E0 du réducteur réactif, vous voyez qu'à ce moment-là, tout de suite, le log de K il va faire quelques unités, voire pas mal d'unités, donc la réaction redox sera quasi totale. Et à l'inverse, si le E0 de l'oxydant réactif est inférieur de quelques 0,06 volts du E0 du réducteur réactif, à ce moment-là, la réaction redox elle est limitée. Voilà. D'accord. Donc, ce qu'on fait en chimie, en redox, on regarde simplement les E0 des couples. Donc, l'examen des E0 des couples mis en jeu permet immédiatement de savoir donc, si une réaction redox est quasi totale ou pas. En général, ce qui nous intéresse, ce sont les réactions quasi totales en redox. Donc, dès que vous avez deux couples, si les E0 sont suffisamment séparés, eh bien l'oxydant qui a le plus grand E0, on sait qu'il va oxyder de manière quasi totale le réducteur qui a le plus petit E0. Voilà. Voilà donc pour ces calculs donc, de K, et ça vous permet ensuite de faire la suite du TD donc, sur la manip de Wrinkler, ça va permettre de calculer donc, les constantes de réaction des réactions mises en jeu dans ce protocole expérimental.